Salut les marques, salut les smarts. Oh, mauvais démarrage. Vieux dérapage. Silence plateau. À fond de troisième. Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Rickside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. Et pas seulement. On se retrouve aujourd'hui pour le SmackDown du 13 août 2021 qui se passait au BOK Center de Tulsa dans l'Oklahoma. Un SmackDown historique puisqu'on y verra le retour de John Cena face à face avec Roman Reigns. Et pour m'accompagner dans cette analyse, dans cette review du show bleu, du monde merveilleux du show bleu, j'ai avec moi l'inusable tonton Chris. Comment ça va, tonton ? Salut Ringside, salut les marques, salut les smarts, salut le peuple catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. C'est parti, on est chaud et on est en triple frite il me semble. C'est la triple fit du show bleu, puisque avec nous, le rookie, Géliel. Comment vas-tu, Géliel ? Back to back. Salut Ringside, salut tonton, bah ça va très très bien, salut à tous également. Ça va très bien effectivement pour ce back-to-back avec le SmackDown du 13 août. Salut l'archange. La doublette pour l'archange, la doublette pour le tonton. Et la doublette pour votre ami Ringside qui s'est incrusté dans le catch-up de Raw que vous pouvez écouter, qui est en ligne. Oui. On vous raconte tout sur les shows rouges et cette route vers SummerSlam qui n'en finit pas d'aller en rebondissement. On va ouvrir le show en mettant les petits plats dans les grands, puisque c'est John Cena qui arrive au ring. Le grand John Cena, la légende, qui nous explique que il va régler son compte à Roman Reigns, même si Roman Reigns risque quand même de Roman Reigns gagne le match. On vous rappelle que c'est pour le titre de champion de l'univers. Donc voilà, Cena présente Roman Reigns et Paul Heyman, il se fout un peu de l'eau. Et puis il va demander à Cena tout simplement de pas lui faire perdre son temps. Allons au point central. John Cena lui dit il explique que Roman Reigns il revendique un peu SmackDown comme son show, qu'il faut suivre ses règles, que c'est sa compagnie, la WWE. Mais John Cena nous explique que tout ça, ça appartient aux fans, et ça tout le monde le sait. Et que s'il est là, John Cena, c'est pour faire fermer sa gueule à Roman Reigns. Il est le seul à pouvoir lui faire fermer sa gueule. Ça fait des années que la WWE le push, une décennie, tout ça pour arriver à un échec quelque part. Et donc la WWE l'a fait revenir John Cena pour le remettre à sa place, Roman Reigns. Et il va bien lui botter le cul à SummerSlam. Et il reste plus qu'une petite semaine pour choisir son camp. Est-ce qu'on est Team Cena ? Est-ce qu'on est en Team Reigns ? Tout ça, il fait un petit jeu avec la foule. Là-dessus, Roman Reigns reprend le micro, il se moque un peu de Cena en lui disant que de toute façon, il est quand même déçu parce qu'il s'attendait à quelque chose d'original de la part de John Cena. Mais c'est toujours la même chose. Et John Cena lui dit attends, j'ai quand même des choses originales à te dire. Effectivement, c'est pas moi qui vais te botter le cul à SummerSlam, mais c'est toi, Reigns, qui va me botter le cul. Tu vas enchaîner les spears, les coups de poing nommés au nom d'un super-héros de DC, puis encore un autre, puis encore un autre, et puis encore un autre. Mais bon, ça fonctionnera pas, puisque tout ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'un tombé pour devenir 17 fois champion. Ce serait mon 17e titre de champion. Et ça va rendre le match historique. Et c'est ça qui va t'aider, Roman Reigns, dit John Cena. Finalement, je suis là pour t'aider. Le champion de l'univers, ça le fait rigoler. Il explique qu'il n'est pas comme John Cena. Lui, il est pas venu là pour enterrer ses adversaires. Il les respecte. Il respecte John Cena, qui est une légende sous-estimée, qui reçoit pas suffisamment de respect. Et Roman Reigns est fier de pouvoir, à SummerSlam, vaincre John Cena. Et ça signifie tout ça, à quel point John Cena est bon, de pouvoir venir perdre à SummerSlam contre Roman Reigns.
Cena est assez bon pour remporter le championnat de la WWE, mais pas pour devenir l'Universal Champion. Et que 25 ans de missionnaire, hein, il nous rappelle la petite blague de la semaine dernière, 25 ans de missionnaire, c'était peut-être suffisamment bon pour John Cena, mais en tout cas, c'était pas assez bon pour Nikki Bella. Paf, petit coup en dessous de la ceinture pour John Cena. Et il explique qu'il va détruire Cena, il va le... Gonna smash you, dit-il. Et puis d'ailleurs, ce sera certainement la dernière fois qu'on verra John Cena. Profitez-en, hein, c'est bientôt sa retraite. John Cena reprend le micro, il dit que il faut faire attention parce que Roman Reigns, t'as toujours été protégé, hein, t'avais le Shield autour de toi, t'as toujours été pushé par la WWE, t'as quasiment ruiné la carrière de Seth Rollins, tu l'as fait devenir fou, t'as fait fuir Dean Ambrose de la WWE, paf, on parle de Dean Ambrose. Ça fait 5 fois le main event de WrestleMania en 10 ans, t'as Paul Heyman à tes côtés, t'as deux larbins à tes cousins pour faire ton sale boulot. Mais par contre, t'as jamais été humilié comme moi je vais t'humilier. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un tombé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est tout ce dont j'ai besoin. Moi, je vais m'accrocher, peu importe ce que tu vas me faire. Tout ce que j'ai besoin, c'est 1, 2, 3. Et ce 1, 2, 3, il sera là. Il fait répéter à la foule. 1, 2, 3. La foule suit. Et une fois qu'il aura vaincu Roman Reigns, il prendra le titre. Et il fuira dans les gradins par-dessus la barricade. Il lui enverra un petit bisou de la main. C'est tout ce qu'il lui faut. 1, 2, 3. Cena lâche le micro. Et il retourne dans les vestiaires. Donc on a eu pêle-mêle une mention de Nikki Bella. Une grosse critique du push de 10 ans de Roman Reigns. Des références à Dean Ambrose, le John Moxley de la All Elite Wrestling. Et un joli clin d'œil à CM Punk. Ça fait beaucoup dans une promo. Est-ce que, mon bon tonton, tu as été convaincu par cette prestation de John Cena ? C'était un très long segment d'ouverture dans ce SmackDown. Je crois que ça a duré plus de 25 minutes, quoi. Bon, sachant qu'il y a les deux entrées des catcheurs comprises dedans, mais malgré tout, long segment, quoi. Gros trash talking où finalement on est revenu sur tous les problèmes liés aux missionnaires. Voilà, toutes les la joute verbale a repris un peu sur toutes les blagues sur Nikki Bella également, quoi. Enfin, t'as à peu près signalé tout ce qui a été dit de toute manière. Tout le rappel sur le Shield, etc. Cena était chaud, Cena était over, Cena était dans son truc, quoi. Et Roman, il continue avec ses attitudes, cette tête. Il répond, il répond de manière assez sèche et finalement assez, comment dire ça. Je vais le dire quand même. Je pense quand même que Cena a gagné ce trash talking, tu vois. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Celui qui m'a paru le plus fort à la sortie de cette promo, c'était John Cena, quoi. Et là le mec quand même, il revient du ciné et tout, quoi, et il nous fait un run. On l'avait pas revu depuis WrestleMania 36 et je crois qu'on avait déjà pas causé de la semaine dernière, que moi pour l'instant j'étais sur du 50-50 sur la victoire pour ce match à la SummerSlam. Alors la hype, je l'ai, il y a pas de problème, je suis bien content et mais Cena me paraît monstrueux, quoi. Je le sens trop, la recordman, la WWE all time ever. Jusqu'à elle va en faire une attaque. Enfin, je veux dire, voilà. C'est. Alors, effectivement, c'était peut-être un peu long. J'aurais peut-être un peu réduit le truc, quoi. Mais globalement, ça c'est resté assez intense. Et le public a joué à fond le truc. Donc finalement, c'est passé comme une lettre à la poste cette affaire, quoi. Gilliel, toi, t'as été convaincu ? T'es plutôt Team Cena ou Team Roman Reigns ? Je suis pas aussi catégorique. En tout cas, le segment m'a vraiment convaincu. J'étais dedans du début à la fin. Alors effectivement, il a duré 25 minutes le truc, mais c'était vraiment très très sympa. J'ai bien aimé comment John Cena s'est mis la foule dans la poche, comment il est allé chercher des références pour faire la pop. Ça, c'était pas mal. Et en même temps, l'attitude de la tête de la table de Roman Reigns était terrible avec son petit sourire en coin. Je l'ai pas senti tant en dessous de ça, alors parce que dans son attitude et dans sa position par rapport à la feud, c'est normal qu'il soit un peu dans la retenue, etc., etc. Mais il avait un jeu de regard, il avait un jeu aussi au niveau de
des petits sourires, etc. Et puis il a balancé le coup de Nikki Bella, j'étais quand même mort de rire, quoi. Et donc je l'ai pas trouvé forcément en dessous. Par contre, effectivement, je suis super content de voir John Cena qui s'active, qui est là 25 minutes à balancer de la punchline et compagnie. Non, le segment m'a bien mis en jambe pour le reste du SmackDown, et j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Et 50-50, plus que jamais, hein. Effectivement, là, pour ce SummerSlam, je sais pas du tout dans quel sens ça va aller, quoi. Ouais, on n'est pas du tout sûr que John Cena est venu là pour jobber. Il est peut-être venu là effectivement pour prendre son 17e titre. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, je préférerais voir John Cena gagner. Un Roman Reigns qui reste impassible, qui balance des petites vannes. Mais par contre, un John Cena en feu. Hein. Là, c'était vraiment masterclass. En mode rouleau compresseur, quoi. Ouais, au micro, quoi. Comme il aime être, comme il nous en a sorti à quelques occasions. Et là, sur ce SmackDown, il a fait dans du lourd quand même. Hein. Ouais, et je trouve le coup de génie, c'est le 1, 2, 3 là, oui, la catchphrase qu'il arrive en une promo à caser. Mais carrément. Ça y est, elle est validée, et celle-là à SummerSlam, je veux dire, ça peut faire une très belle fan main event, tout le public qui gueule 1, 2, 3 sur la victoire de John Cena. Oui. Il a répété 5 fois, au bout de la deuxième et demie, c'était déjà vraiment c'est déjà parti, vendu. Ah, il a un savoir-faire quand même qui est sans commune mesure. Hein. Unique par certains aspects, John Cena, de toute façon. C'est sortir. On est à Tulsa dans l'Oklahoma, là, tu vois, on n'est pas dans une des salles les plus folle, quoi. Et globalement, le mec, il emmène tout le monde, quoi. Allez, venez avec moi, là, je vais vous montrer comment on fait. Ouais, plus efficace encore que la dernière promo qu'il avait fait, qui était tombée un petit peu à l'eau. Mais du grand John Cena, pas grand chose à redire. Coup de génie. Et effectivement, Roman Reigns qui vit juste quand il dit qu'il n'est pas encore apprécié à sa juste valeur, je pense, John Cena, parce qu'il est tellement au-dessus de ce qui se fait maintenant. Je trouve que le respect doit être là. Et moi, franchement, j'espère qu'il va gagner à SummerSlam maintenant. Pour l'instant, j'hésite, moi, à ce propos-là, quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est du 50-50, et je sais pas, ça pourrait être tellement énorme pour Roman Reigns aussi, hein, pour entériner un truc là complètement dingue. Enfin, je veux dire, tu vois, ce qui est bien, c'est que quel que soit le vainqueur dans ce match, ça sera crédible. Il y aura tout un passif et tout un background derrière qui aura fait que, bah ouais. Et c'est pas déconnant, effectivement, de ce que merde, le Johnny Boy là, il est là pour le 17e titre, quoi, et qu'il va peut-être pas, il va avoir un planning chargé en termes de cinéma aussi à venir, hein, donc ça reste un part-timer, et il va faire un petit run sympa, et pourquoi pas, après, il repartira vers Hollywood. C'est Hollywood Cena, peuple de catch-up. Voilà. Mais est-ce que c'est pas la première fois qu'il en parle autant de ce 17e? Moi, il me semble pas qu'il en avait parlé autant jusqu'à présent. Ouais, non, c'est la première fois qu'il nous le vend, mais il faut sortir l'artillerie lourde, hein, maintenant. Ah bah ouais. Il faut que c'est, mais ouais, non. Mais ça fait plaisir de le voir motivé comme ça. Quel pop quelque part à SummerSlam qui est quand même souvent une terre pour les babyface. Oui. Bon, tu vois, difficile. Pourquoi ouais, difficile, ouais. Donc pourquoi pas envisager un scénario pareil? Ça serait quand même assez énorme ici, mais ça promet une pop stratosphérique. Ça se passe où déjà à SummerSlam? J'ai un trou de mémoire là d'un coup. Mais quoi qu'il arrive, ça va être... J'en ai plus aucune idée. Voilà. C'est à Chicago. Non, c'est Galon de Chicago. C'est à Las Vegas, je crois, non? Ah oui, c'est à Las Vegas. C'est Vegas, à Las Vegas, ouais. Ouais, bah ça, il y aura ambiance gros match. Ouais, ambiance gros match à Vegas, ouais. Donc là, ça c'est cool, ouais. Ça permet un public au top, quoi. Mais le public de l'Oklahoma était cool. C'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, la comparaison face à Goldberg. Hein, les deux mégastars qui reviennent, elle est plutôt à l'avantage de John Cena. Hein. C'est autre chose que la promo de Goldberg qui répète 4 fois son nom pour qu'on soit sûr que ce soit bien lui. Ah, c'est lui, Goldberg. Allez, on a quand même du lourd pour la suite. Rien de moins que le championnat intercontinental. Défendu par Apollo Crews, notre champion, toujours accompagné de Commander Aziz. Face au challenger King Nakamura, accompagné de Rick Boogs, King Nakamura qui a gagné un match de first contender, hein, les choses qu'on a toutes les semaines en ce moment. C'est-à-dire que vous battez le champion, vous avez le droit à un title shot pour battre le champion. Ça n'a pas de sens, mais bon, ne me demandez pas. Donc en tout cas, King Nakamura est là ce soir, il affronte Apollo Crews.
Ça se fout sur la gueule gaiement. Il y a intervention de Commander Aziz, puis de Rick Boogs. C'en est trop pour l'arbitre qui demande à Rick Boogs de quitter le ring. Puis au Commander Aziz, allez, quittez les abords du ring. On veut un one-on-one classico. Et ben ça continue, des coups d'un côté comme de l'autre. Et finalement, Nakamura, à force de souplex, va réussir à placer son Kinshasa dans la face de Apollo. Et à la surprise générale, 1, 2, 3 pour le coup, victoire de Nakamura. Nouveau champion intercontinental. Feu d'artifice, guitare à gogo, Nakamura contre toute attente est votre nouveau champion intercontinental. Géliel, est-ce que tu étais sur le cul? Est-ce que tu as apprécié ce match? Est-ce que ça y est, Nakamura il fait des bons matchs? Alors Nakamura, je l'ai trouvé effectivement un peu moins feignant que d'habitude et puis un peu plus fit parce qu'il était un peu grassouille ces derniers temps et je le trouve un peu plus fit. Par contre, non, j'ai pas adhéré du tout à la fin, quoi. Apollo Crews a fait quasiment tout le match. Nakamura fait le tomber sur un Kinshasa qui est pas botché, mais on sent qu'il va le chercher bien loin, la tête de Apollo Crews. Et puis ouais, il a pas fait grand chose de tout le match. Non, franchement, à part s'il y a quelque chose qui doit être écrit derrière, mais j'ai pas été du tout satisfait du truc. Surtout que il le tenait bien son titre, Apollo Crews. J'aimais bien comment il le tenait et du coup non, je sais pas du tout. En plus, enfin on en a déjà parlé, mais du coup comment ça se passe les cours d'anglais avec Nakamura? Il va pouvoir nous dire 2-3 mots ou pas? Parce que c'est compliqué. Ils ont laissé tomber à mon avis. Ouais, donc les promos ça va pas être ça, quoi. Ah non, c'est pas l'ordre du jour. Bah il y a Rick Books maintenant pour faire les promos à sa place. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est Rick Books qui va se charger de ça. En musicalité. Ouais, donc pour conclure, j'ai pas aimé ni le déroulé. Enfin, le déroulé a été sympa, le match était pas trop mal, mais j'ai pas aimé du tout la fin, quoi. Alright. Tonton, du même avis? Eh ben, ouais, un peu plus nuancé, quoi. Moi, j'ai trouvé le match plutôt bon. Nakamura, on sentait que de toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'il est pushé. Il a gagné la rivalité face à Baron Corbin. Et il arrive dans son premier run en vrai babyface, là. Et, comme au début, ouais. Et ouais, comme au début, et où ça avait pas du tout marché, hein, il faut bien dire les choses. Voilà, le Shinsuke en babyface à l'arrivée, ça n'a pas du tout fonctionné. Et j'aime bien quand je suis un peu surpris dans les shows et en particulier dans les shows weekly. Donc pour le coup, je m'attendais assez d'une victoire d'Apollo Crews en 10-12 minutes. Au final, le match dure 10 minutes 10. Et effectivement, Apollo domine quand même largement le combat. Et c'est vraiment un gros retour derrière de Shinsuke, mais qui est présenté fort, le King. Et finalement, il gagne ce match. Champion intercontinental juste avant SummerSlam comme ça. Je me demande ce que ça présage pour le Go Home Show. Et si finalement on verra le titre intercontinental à SummerSlam, ça me ferait bien mal de pas avoir le titre intercontinental à SummerSlam. Je vous avoue, ce titre-là, pour moi, il faut qu'il soit à SummerSlam. Mais bon, voilà le combat, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça me dérange pas trop qu'Apollo perde son titre maintenant parce que je pense qu'il va rester un peu dans la course. Il aura fait un beau run quand même malgré tout, depuis WrestleMania il est champion. Donc je trouve quand même qu'on peut l'applaudir ce garçon pour ça. Et ça manquait un peu peut-être de charisme, de machin. Ils ont peut-être pas forcément toujours utilisé l'équipe avec Aziz comme il faudrait, je sais pas. Mais globalement, ils ont plutôt participé à des matchs sympas et ça s'est pas si mal passé que ça. Ils le donnent à Shinsuke est babyface pour la première fois avec un titre. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Tu vois, juste, je reprends 3 secondes, mais ce que tu dis, c'est hyper important. Il le donne à Shinsuke, c'est-à-dire qu'on sent pas qu'il est venu le chercher en fait. Et le match donne pas du tout non plus cette impression, quoi. On sent que voilà, bon bah toi, on est le 14, bah on avait dit qu'au 14 tu le rendais, donc tu le donnes maintenant à Shinsuke, quoi, tu vois. Et c'est marqué sur le calendrier là, t'as pas vu on se plaint tellement souvent que on anticipe tout, que machin, etc. Bah là, tu vois, personne n'avait anticipé quasiment la défaite d'Apollo Crews et c'est Shinsuke Nakamura. Moi, j'aime bien être surpris dans les weekly. Quand c'est tout le temps fada, c'est qu'on a tout le temps la même truc. Tu vois, les contenders match, suivez mon regard. Tu vois, donc du coup, avoir là tout d'un coup un match dans un SmackDown pour le titre intercontinental. On est à 2 semaines de SummerSlam. Ok, moi ça me vend du rêve. Ils font le taf, ils délivrent la marchandise. Donc du coup, je suis plus positif que toi sur ce segment-là, quoi. Ok.
Moi, j'aimerais bien voir Nakamura catcher comme il catchait au Japon. Parce Ah ouais, que. mais Alors, il est encore. J'étais surpris par sa popularité. Il est encore super over, ouais. Nakamura. Alors, bon, c'est peut-être le fait d'avoir mis Eric Books dedans. Ils lui ont remis son entrée un peu. Alors, la musique est un peu modifiée parce que maintenant c'est à la guitare électrique, c'est plus au violon. Mais j'étais surpris de le voir encore aussi populaire auprès du public. Je suis un peu comme Géliel, moi je suis un peu déçu parce que j'aimais beaucoup Apollo Crews en champion intercontinental, j'aime bien son personnage actuel et effectivement on n'a pas senti Nakamura venir vraiment chercher le titre. Maintenant comme tu dis, effectivement c'est bien aussi d'avoir dans les weekly des surprises. Et comme tu dis, on va essayer de garder l'espoir qu'on ait quand même une défense de titre à SummerSlam. Ouais, et enfin en tout cas bon le match est pas mauvais mais c'est pas extraordinaire non plus quand même pour vu le talent d'Apollo Crews quand même, et normalement ce que Nakamura est capable de sortir, euh, on aurait pu s'attendre à mieux. Moi, c'est pour moi c'est quand même un cas d'école Nakamura du fait que la manière de catcher au Japon, c'est quand même difficilement applicable à la WWE. Bon, maintenant le public a popé, il y avait de l'ambiance. Finalement, c'est plutôt mission réussie pour la WWE sur ce coup-là. Ouais, je pense, je Mm. suis d'accord là-dessus. Mais bon, on espère que quand même Apollo Crews aura sa revanche et qu'ils vont pas l'enterrer trop vite parce que moi j'aime beaucoup Apollo Crews dans sa nouvelle version là. Roi du Nigeria. Ouais, non, mais moi j'ai confiance dans notre ami du Nigeria. Là. Je pense que Ouais. t'inquiète, il est là, il est solide sur les appuis, il continue à être bien installé dans le roster. Il a toujours navigué sur cette mid-card. Il a participé à quelques gros matchs, dont un ou deux gros ladder matchs d'anthologie où il avait été bon. Il a creusé son tour. Finalement, il a été assez acharné, notre ami Apollo. Hein. Il est allé chercher. Qui nous aurait dit il y a 2 ans que Apollo allait être champion intercontinental à WrestleMania et tout ça. Bon bah. Ah oui, on l'avait enterré, nous. Ah ouais, on l'avait. On va pas se mentir. Hein. Ouais, oui, on va dire la vérité, peuple de Ketchup, nous dirons tout. Oui, on l'avait un peu enterré parce que franchement, il est bien remonté dans la carte. Alors évidemment, on sait tous que ça sera pas un up, peut-être un up mid-quart d'heure avec l'âge, qui sait s'il tient la route à la WWE. Mais il s'est trouvé un personnage en tout cas et je suis confiant pour lui. Il est jeune encore en plus. Quel âge il a cet ami? Tiens, je vais checker ça pendant ce temps. Attends. Ah, il fait pas vieux, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais, non, il a le physique qu'il faut. Hein. Il a le physique recherché. Puis bon, il a un bon. Il a 33 ans. Ah ouais. 33 ans, bah voilà, comme Jésus. 33 ans. Mais voilà, exactement. Alors, bon, avançons. On va dans les tag teams un petit peu. Allez. C'est le retour des Street Profits qui affrontent l'Alpha Academy, Chad Gable et Otis. Allez. Alors, ça se fout sur la gueule gaiement. Il y a Montesfort qui fait un gros dive sur Otis à l'extérieur du ring. Il passe un petit peu au-dessus d'Otis, hein, qui arrive pas à le rattraper correctement. Là, il manque de se tuer quand même. Montesfort. Ouais, faut dire, il est super haut. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est monté trop haut en fait. Ce qui va permettre d'ailleurs à faire distraction et permettre à Angelo Dawkins de placer son finisher, qui est assez impressionnant. J'aime bien son espèce de souplesse là qui se transforme en neckbreaker là, à mi-parcours. Donc il place son finisher sur Gable. Gable ne se relèvera pas. 1, 2, 3, victoire des Street Profits. En fait, le but du jeu, hein, c'était de mettre hors circuit Otis pour pouvoir faire le tomber sur Gable. C'est mission accomplie avec ce saut suicide de Montesford. Donc voilà, petite victoire des Street Profits sur Chad Gable et Otis. Tonton, tu as le timing de ce match que j'ai 4 minutes. 4 minutes. Ouais. Ah bah, ça m'apparaissait plus long. Ça, je trouvais ça cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Tonton. Ouais, je t'avoue, sans grand intérêt, parce qu'on les a vus déjà beaucoup, là, les uns contre les autres, là, les Street Profits et l'Alpha Academy. C'est pas nouveau. Bon, là, selon les commentateurs américains, c'était quand même un match qui déterminait un peu ceux qui allaient aller sur le haut de la carte, là, après, avec les Rey Mysterio et Uso et compagnie. Donc bon, j'espère qu'il va y avoir il va se passer quelque chose, quoi, avec eux, quoi. Tu vois, on les a beaucoup vus, là, les uns contre les autres. Donc passons un peu à autre chose. Ouais, de toute façon, moi, une équipe comme l'autre, je trouve qu'il y a du très haut niveau, donc. Ouais, par contre, dans de les voir. le ring, c'est plutôt sympa. Et franchement,
C'est de la mid-card plutôt de qualité, 4 minutes. Le problème, c'est, voilà, 4 minutes, t'as pas grand-chose pour montrer quelque chose, justement. Et si tu veux, c'est un peu ce que souffrent ces deux équipes-là à l'heure actuelle, quoi. Il y a le manque d'exposition, quoi. À SmackDown, il y a du star power, hein, on le dit souvent, hein, mais donc du coup, faut gratter quelques minutes dans la carte. Et finalement, quand tu regardes bien, ils ont toujours leur spot. Donc c'est que ça se passe pas si mal, quoi. Ouais. Ils ont droit d'ailleurs à une petite promo micro avant le match. Oui. Les Street Profits. Ils racontent qu'ils sont de retour et qu'ils sont hyper motivés. Géliel, ça t'a plu, toi? Bon, le match était pas mal, je suis d'accord. C'est vrai que j'en aurais bien repris un petit peu. Surtout qu'ils ont passé 30 secondes à faire les coups de bélier là dans le coin là, quand ils ont tourné 25 fois d'affilée tous les deux. Donc c'était pas mal. En plus, je pense qu'avec le nouveau perso d'Otis là, ça vaut peut-être le coup de passer un peu de temps pour le poser. Là, on a bien vu à la fin là où quand ils ont perdu, donc c'est Gable qui prend le tombé, et on a senti aussi que qu'il était vraiment très très énervé, Otis. Alors on parle pas déjà de split, mais on voyait bien que Gable était quand même un peu emmerdé vis-à-vis de Otis et qu'Otis était très très énervé. Ouais, on aurait pu en prendre un peu plus quoi pour continuer à construire les persos. Voilà. Et sinon vraiment Street Profit. J'ai pas toujours été super fan. Là, ils ont enfin, je trouve que ils sont vraiment très très bien en ce moment-là, je trouve. Ouais, donc bien aimé. Ouais, c'est du haut niveau hein, entre les cordes quand même ces deux équipes-là. Et puis ça fonctionne auprès du public. C'est des gars qui sont populaires d'un côté comme de l'autre. Otis, ça reste une attraction pour les gens qui viennent voir. Moi, Otis, j'adore. Hein. J'espère que on le verra un peu plus parce qu'il y a quand même du gros potentiel. Il a un peu tué en plein vol avec l'arrivée du Covid là, quand il était Mr. Money in the Bank. Là, il s'est retransformé. Je trouve que ça fonctionne encore mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, moi, j'ai envie d'en voir plus de Otis. Il a un catch hyper impressionnant pour son gabarit, quoi. Il arrive à être assez rapide. On sent qu'il est ultra souple et que ça lui permet de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des gabarits pareils. C'est intéressant dans in-ring, quoi, ce qu'il est capable de faire. Ouais, et puis il fait ses gros splash là, t'as vraiment l'impression que les mecs ils souffrent quand ils se le prennent sur sur la gueule quoi. Donc, j'aimerais pas le prendre de toute façon. Ce frog splash, le mec il sort à 3 mètres de hauteur, tu l'atterris sur 250 kilos à 3 mètres. C'est pas trop gérable comme truc. Je vais éviter ce genre de chiropracture. C'est ça. Alors, on ne peut pas vivre trop dangereusement. Donc voilà, c'est très bien pour remplir l'antenne tout ça. Alors en restant dans le bon goût. Seth Rollins débarque avec son costume des grands jours, en pastel rose avec des fleurs, mocassins, tout ce que voilà, vous le voyez arriver, vous le détestez d'emblée. Il vient en ring, micro en main, il nous explique que son rival Edge, le Hall of Famer qui a fait son retour à la WWE, qui a gagné le Royal Rumble, et qui est en pleine rixe avec Seth Rollins, Edge il est pas là ce soir. Et puis il est aussi triste que les femmes qui auraient que les fans qui auraient aimé le voir parce que lui il aurait bien aimé lui mettre son poing dans la gueule. Les fans sont contre Seth Rollins, ils chantent We want Edge, on veut Edge. Seth Rollins dit que lui aussi il veut Edge mais pas pour les mêmes raisons. En plus Edge avait dit que Seth Rollins c'était une version light de Edge. Alors, ça va pas, ça c'est de la merde, ouais. Edge light. Seth Rollins il va nous prouver que tout ça c'est faux et à quel point Edge est narcissique. Il a des preuves, il a une vidéo, lancez la vidéo puisqu'on avait vu en plus Seth Rollins dans le camion des réalisateurs. Je crois qu'on avait vu Kevin Dunn dans un coin. Il était en train de préparer son montage vidéo qui nous retrace les exploits de Edge et les exploits de Rollins en nous expliquant que de toute façon le meilleur c'est Seth Rollins, que tout ce qu'a fait Edge, Seth Rollins l'a refait mais en mieux à tous les niveaux, gagner le Royal Rumble, battre Brock Lesnar, cacher la manette, voilà tout ça, gagner à WrestleMania, tout ça Seth Rollins il l'a fait aussi et il l'a fait mieux. Et ensuite Seth Rollins nous explique que il aurait pu stopper net la carrière d'Edge, l'envoyer en chaise roulante s'il avait terminé avec lui la fois où il s'était croisé il y a quelques années, et que de toute façon c'est ce qui va se terminer.
Une fois qu'il en aura terminé avec Edge, Edge sera bien obligé de prendre sa retraite une fois qu'il sera fait écraser la tête par le curb stomp. Il va le renvoyer en chaise roulante. Voilà, Seth Rollins très énervé, très menaçant. Alors c'est dur de passer après John Cena. Génial, t'es encore plus hypé pour SummerSlam après cette promo de Rollins? Alors, moi, je l'ai trouvé assez incroyable cette promo. Enfin, j'aime beaucoup Rollins, hein, bon, moins Cage, mais j'aime beaucoup Rollins aussi. Et vraiment, elle était la tête vraiment très très. Alors bon, il était en hostile, hein, en territoire hostile évidemment, mais la manière dont il a alterné certains passages où on avait l'impression qu'il se parlait un peu à lui-même, un peu en mode schizophrène, et puis après il revenait vers le public et puis il parlait de Edge, et puis la vidéo évidemment qu'elle est orientée, mais elle est vraie sur tout ce qu'il dit en fait, et comme c'est présenté. Et donc vraiment, j'ai trouvé vraiment vraiment sympa cette promo quoi. Il est très au-dessus de beaucoup de monde, Seth Rollins au micro. Hein. Et même sa petite voix parfois nasillarde, énervante là, ça dès qu'il crie moins en fait, ça gêne moins et du coup ça devient vachement plus sympa quoi. Et là vraiment entre ce qu'il disait par rapport à Edge et puis ce qu'il projetait pour SummerSlam, ouais, j'ai vraiment vraiment aimé quoi. Vraiment. Et puis plus ce petit truc psychologique là qui en plus que j'ai vraiment vraiment kiffé. Tonton? Ouais, c'était pas mal cette Rollins là. T'as dû être triste quand même, Géliel. Il y avait Edge, était pas là quand même. Bah, clairement. Quand même. J'imagine que pour toi c'était un SmackDown quelque part et un acte manqué quoi. Voilà. Sans intérêt, il y aura 0,5 à la fin, mais je ne. Bah ouais, exactement quoi. Au final, on n'aura pas eu. Hein. C'est que cette Rollins qui était là pour chauffer la salle, chauffer l'atmosphère dans ce monde impur et amer. Et c'était plutôt sympa, ouais, et toujours vraiment le truc typique hein, avec cette Rollins, j'ai l'impression pareil, hein, on est un peu en terrain connu quoi, on se laisse glisser un peu dans son truc, dans sa voix nasillarde et puis c'est parti quoi. Et je trouve moi j'aime bien donc depuis le début, je suis motivé par cette rivalité, ça se passe plutôt pas mal. Je m'attendais pas de toute façon à un face-off à 2 semaines de SummerSlam, donc ça tombait très bien. Moi, j'ai été un peu surpris par contre de pas voir Edge vraiment, tu vois, genre un caméo, genre quelque chose quoi, tu vois, mais pas du tout là. C'était vraiment un truc entièrement consacré à Seth Rollins et c'était pas mal. Les deux, ils vont se rendre des comptes d'ici 10 jours maintenant, donc allons-y. Ouais, Edge, il vient pas, tu le sais. Hein. Non, il va ouais. Ça, il évite. Ouais. Ouais, non, bah Seth Rollins, voilà, efficace, simple, ça vit juste la promo. Il est dans son personnage de mec psychopathe, complètement ruiné du cerveau. Il m'a fait penser un peu à Sami Zayn quand même, surtout dans son arrivée où il dansait un peu comme ça. Du coup, il y a un côté un petit peu redondant entre les deux personnages. Mais bon, il tient bien le truc, il est efficace et puis on est quand même super hypé pour ce match entre Edge et Seth Rollins. Ouais, moi, c'est un match que j'attends avec impatience. On a deux générales du ring là qui vont s'affronter. Ça risque d'être vraiment pas mal. Et ils ont bien goupillé la rivalité. Tout tient la route. Donc, pour l'instant, c'est sans faute à ce niveau. Hein. Tiens, on retourne chez les tag teams. Rey Mysterio et son fils Dominique vont affronter ce soir Robert Roode et Dolph Ziggler, les Dirty Dogs. Alors on voit un petit peu Rey Mysterio et Dominique Mysterio qui discutent avant le match. Dominique, il est bien motivé, mais Rey Mysterio lui dit quand même reste focalisé. La semaine dernière t'as perdu, il faut y aller avec humilité, mais concentration. Ça porte ses fruits hein, puisque au final, malgré une intervention des Usos quand même qui apparaît sur le Titantron au moment où Dominique Mysterio veut faire le 619. Les Usos, alors excellent, hein, ils se foutent de sa gueule. Vraiment en mode Kaira. Mais ça suffit pas, puisque Dominique va réussir à piéger Robert Roode dans une espèce de petit paquet là dont il a le secret. Et ça va permettre la victoire de la famille Mysterio. Donc voilà, ils sont relancés après une victoire sur les Dirty Dogs pour aller affronter les champions tag team à SummerSlam. Tonton, qu'est-ce que toujours fan de Rey Mysterio, toi, de toute façon?
Ouais, de toute façon, oui, voilà, tu vois, je vais pas renier un truc qui dure depuis 30 ans, quoi. Donc, non, non, écoute. Bon, ouais, pareil, ça devient un peu redondant aussi, ça commence à tourner Il en est temps rond, que ça se termine. mais il est temps que ça se termine exactement. Mais on est au bout de la rivalité. Voilà, on arrive à SummerSlam, tous les comptes, la révision des comptes va avoir lieu à ce moment-là. Et puis on passera à autre chose. Franchement, c'est presque un petit peu dommage si tu veux, parce que des fois la qualité in-ring s'en ressent un peu. Le match dure 3 minutes 20, hein, c'est assez anecdotique. Alors qu'au final, t'as quatre bons workers un jeune qui apprend et puis 3 bons workers dans le ring, donc il y aurait moyen encore, hein, dans un tag team là, tu vois, deuxième tag team où il y avait peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Et donc c'est un peu dommage. Je pense que Dominique, je sais pas comment vous l'avez senti, Dominique, dans la petite promo qu'il y a eu avec Papa avant le combat, en fait. Et je l'ai senti, je sais pas comme d'habitude. Il y avait un truc moi je vois venir le tu vois, couteau dans le dos, père-fils, Géliel. Je sais pas si t'es ton avis aussi. je sais pas, GS, si t'as eu ce sentiment aussi là Si. Vous voyez de quel segment je veux parler? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais par contre, je l'avais déjà eu les semaines précédentes, ce truc-là. J'avais déjà ressenti la semaine dernière. Moi, c'est vraiment la première fois cette semaine que là, je me suis dit, Si, quand il lui avait rappelé plusieurs fois l'erreur qu'il avait fait, etc., là. Et c'était un peu gros, c'était un peu insistant. Et je me suis dit, ils sont peut-être en train de mettre une petite graine de quelque chose, quoi. Ouais, je pensais que ça serait arrivé beaucoup plus vite que ça, mais je pense qu'on est mûr pour SummerSlam pour une trahison fratricide. Non, c'est comment on dit entre père et fils. C'est un parricide, on dit. Un parricide, voilà. Un parricide, ouais. Et c'est pas le moment aussi où il y aurait enfin la musique de Dominique, s'il y a le split qui se fait, etc. Ce sera aussi le bon moment pour qu'il parte tout seul voler de ses propres ailes, du coup. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il est sur la musique de Rennes, hein, je crois. Ouais. Et puis il lui faudrait un masque aussi pour cacher sa sale gueule. Hein, ça va bien sa capuche là en mode pingouin là, c'est spécial. Voilà. Bon, après il y aura du boulot, hein. S'il part tout seul, Dominique Mysterio, je donne pas cher de sa peau, mais bon, on veut voir la trahison, quoi, de toute façon. Hein, je pense que d'accord. Après, rien n'empêche. Dominique versus Ray Ray à WrestleMania. Vous voulez vraiment un match familial comme ça? C'est marrant, hein, ça. On pourra cette pas obsession, hein. Non, mais avec la carrière en jeu ou l'arrêt de Ray en jeu, là, un truc comme ça. Ouais, ou le masque, peut-être. Ah ouais, le masque. Simplement, ouais. Le masque. Ouais, en passation, ouais. Ouais, non, mais ça, l'histoire peut être belle, hein, l'histoire. Si Ray Ray, il sent vraiment qu'il arrive, ça y est, il est à la fin et qu'il veut profiter un peu de ses beaux jours, il est millionnaire, ce garçon, donc, il va aller tranquille du côté d'Acapulco, se poser, et, il a l'air quand même gravement en forme. Mais ouais. Non, mais je pense qu'il va pas arrêter. Je pense pas. Je pense qu'il est encore au moins, il a encore au moins 2 ans dans les pattes. Ouais, je pense. Après, tu sens que son projet, c'est quand même de pusher son fils à mort avant de partir, donc bien sûr. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Après, je sais pas si une fois qu'il sera parti, les officiels vont suivre. Hein, on a déjà vu des catcheurs fils comme ça se faire un peu oublier une fois que le daron était parti. Mais il faut qu'il prenne du coffre un peu physiquement, Dominique. Ouais, il y a tout à faire, hein, pour moi. Moi, il est pas du tout au point. Hein. Il est populaire parce que c'est le fils Mysterio, mais pour moi, il y a rien du tout, hein, sur. Donc après, rien ne l'empêcherait éventuellement peut-être de le mettre en leader d'un clan mexicain en faisant monter, par exemple, les Legado del Fantasma. Mais tout seul, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud patate. Oui, sans son père, il restera que s'il taffe, quoi. Il n'y a pas de mystère. C'est ça. Il va falloir qu'il fasse le boulot d'un vrai catcheur. Et de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ça marche pas au passe droit parce que t'es le fils d'eux. Hein. Ça, on voit bien avec Charlotte Flair. Charlotte Flair, si elle est au top, c'est parce qu'elle elle est au top, quoi. Ouais, c'est la meilleure catcheuse du circuit. Quoi. Et quand il faut sortir un gros match, elle sort un gros match. Je suis pas sûr que Dominique Mysterio il soit capable de nous sortir un main event. Hein. À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, ça, c'est beaucoup trop tôt. Là, carrément. Hein, moi, je serais totalement, quand même, surpris que ça arrive, un truc comme ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Le gamin est dans la mid-card, on va dire, up mid-card avec la Tag Team Division parce que papa est là et tout ça. Sinon, faut quand même pas pousser mémé dans les orties, là, dans cette affaire-là. Ou alors le renvoyer à NXT une fois qu'il a terminé sa rivalité avec Ray. Peut-être. Pourquoi pas. Si vraiment il s'accroche, mais bon. Ouais. Je sais pas s'il vend quelque chose, il a l'air d'être un petit peu populaire. Je pense que ça fait de l'audimat quand même quand ils sont là, Rey Mysterio et son fils, mais sinon il serait pas encore à SmackDown.
Oui, et puis encore une fois, on revient sur le public et ça fait du bien de revenir tout le temps sur le public en ce moment. Bah oui. Et bah écoute, voilà, le public pareil était complètement à l'écoute et complètement prêt à être chaud et voilà, l'Oklahoma a donné de la voix et c'était plutôt cool. Donc du coup, ça met une ambiance plutôt sympa. Et même si bon, ça se termine par un pauvre roll-up toute cette affaire, et bah bon, allez, on y va. Il reste 2 semaines avant SummerSlam. Il a peut-être un personnage caché de petit con qui s'est super bien joué, hein, Dominique Mysterio, on sait pas. Hein. Une espèce de petit jeune ingrat façon Guevara quand il était début là. Il a peut-être un truc qu'on connaît pas qui est caché. Mais bon, il faut qu'il soit un petit peu, pourquoi pas dans ce truc de Sammy Guevara, mais il faut qu'il ait un peu plus de shape, qui rejoigne un peu Sammy Guevara sur ce plan-là, parce que Sammy Guevara, il est quand même en excellente forme, ce garçon, et du coup, je crois que Dominique, il faudrait qu'il suive un peu l'exemple, quoi. Ouais, mais il a un apprentissage, voilà, j'ai pas envie d'être trop dur avec un jeune de 22 piges, enfin voilà. Non, mais t'as les deux aspects. Tu peux avoir l'apprentissage technique qui est indispensable, et puis le fait de manger aussi un peu de viande pour être un peu plus crédible sur les impacts et sur les bums, quoi, tout ça, quoi. Ouais. Exactement. C'est un tout, hein, de toute façon. Puis maintenant, à la WWE, hein, d'après ce qu'on a compris, ça va plutôt être le retour des mecs qui ont un physique de catcheurs, les physiques type catcheur indie. Apparemment, ça va être proscrit, hein, tout doucement, hein, donc à voir. Donc là, on en a fini avec la famille Mysterio. On va enchaîner avec ce bon vieux Baron Corbin qui vient au ring, micro en main, téléphone en main. Il nous rappelle qu'il a beaucoup de problèmes financiers et que tout ça, c'est un peu aussi le problème de la société actuelle, hein, des mecs comme lui là qui tombent au fond du gouffre, personne pour les aider. C'est la dernière fois, c'est l'ultime fois où il vient demander aux fans de contribuer à l'aider, hein, à se rétablir. Il a un téléphone avec un petit lecteur de code barre et qui permet de lire les cartes bancaires, donc il va passer dans la foule. Donc il faudrait au moins donner au moins $1000 par fan, hein, pour pouvoir le rétablir dans sa situation. Il est interrompu par Kevin Owens qui débarque et qui en a assez. Il rejoint Drake, il dit faut que tu arrêtes de faire ça, hein. J'avais de la sympathie un peu pour toi il y a 2 semaines là, parce que tu me rappelais un peu moi, t'as fait des erreurs, puis t'essayes de te repentir, mais là maintenant ça suffit. Faut que tu t'en ailles. Alors Baron Corbin au début il croit que Kevin Owens vient pour l'aider, il lui dit bon, je sais pas si mon lecteur de cartes fonctionne avec les cartes canadiennes, mais je veux bien essayer. Bref, Owen pour l'ultime fois, parce que vraiment Corbin lui fait pitié. Kevin Owens lui dit bon, écoute, je peux bien te donner $1000, mais il faut quand même que tu gagnes ton argent, donc si tu arrives à me battre, je te file $1000, mais d'abord on fait un match. Corbin lui dit bon, d'accord, mais bon, faut que tu saches quand même que c'est ta faute si tout ça m'arrive et tout ça, mais Owens le laisse pas finir, il lui met un stunner. On a la pub. Et après la pub, on a le match qui commence entre Kevin Owens et Baron Corbin. Il va bien se défendre, hein, le Baron. Il va sortir tout son arsenal. Mais ça ne suffira pas, puisque sur un roll-up, hein, je le crois bien, Kevin Owens lui gagne le match. Et donc à partir de là, c'en est fini des rêves de gloire de Baron Corbin. Il n'aura pas le droit à ses $1000. En coulisses, on l'interview, on lui demande alors c'est quoi la suite pour vous, Baron Corbin. Il dit, et là, il voit quelque chose et il part en courant. Il vole la manette de Biggie, la manette du Money in the Bank, et il quitte l'arena. Donc voilà, Baron Corbin qui se fait humilier par Kevin Owens et qui finit par voler la manette de Biggie. Est-ce qu'il aura le droit de cacher la manette à la place de Biggie? On ne sait pas. Ça, ce sera pour les épisodes futurs. Mais en attendant, Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement entre Kevin Owens et le Baron au bout du rouleau? Alors déjà, ça m'a fait, j'ai beaucoup rigolé à l'intro, hein, entre l'autre qui est arrivé avec son
avec son support pour les cartes bleues, le scanner les cartes bleues, et puis qui était en mode je vais passer parmi vous, hein, évidemment, puisque moi j'ai besoin de l'argent, vous avez des cartes bleues, donc voilà, ça va être plus simple pour tout le monde. Et c'était très drôle. Et le Kevin Owens qui débarque, on avait tous envie on attendait quasiment tous que lui en fait pour lui faire fermer sa bouche. Et Corbin complètement dans son truc, effectivement avec la carte du Canada, je sais pas trop, mais on va essayer, etc. Ça, c'était à mourir de rire, je trouve. Et puis après le match très sympa, très sympa. Je trouve que le Baron est peut-être un peu sous-coté en termes de catch. Je trouve que il est rapide ce gars. Vous voyez quand Ouais, c'est ce que je me suis dit son aussi. mouvement là, quand il fait le tour du poteau en sortant, il revient et il a des mouvements où il est quand même ultra rapide en fait. Et donc je pense qu'il est un peu alors peut-être qu'il peut pas faire autre chose, mais en tout cas il est un peu sous-coté, mais il pourrait sans doute faire beaucoup plus quoi. Et le match était sympa. Ça a bien bataillé. Et effectivement, bon, un vieux roll-up à la fin. On n'attendait pas autre chose de toute manière, mais non, sympa. L'interaction est sympa. Et puis alors, il y avait la mallette. Alors, j'ai pas compris. Je me suis éloigné au mauvais moment. Je crois que c'est un peu avant qu'on voit Biggie et Bianca. Je crois, c'est ça. Ah oui, il y a une Justifie. séquence effectivement où Biggie est en train de jouer avec Bianca Belair ou pendu, je crois. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est pour ça qu'il y avait la mallette dans le coin, en fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, Biggie, il est connu pour traîner dans les vestiaires, faire des jeux. D'accord. Mais il fait pas assez attention à sa mallette, par contre. Et du coup, on voit le baron, effectivement, qui voit la mallette, qui se barre avec en courant. Donc, on en parlait un peu avant la review. Est-ce que d'un point de vue législatif, juridique, il va avoir le droit de cacher ou pas? On va voir effectivement dans les semaines prochaines comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça fait une suite sympa à toute cette histoire. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'il faut faire appel aux juristes de catch-up quand même. Hein, je pense à l'avocat du patron certainement qui aura peut-être des réponses à nous donner à cette question-là. On va mettre le service juridique là-dessus. Et ouais, on n'hésitera pas. Bon, après, je sais pas, moi, Baron Corbin, c'est pas que je le trouve sous-coté, c'est que moi, c'est un catcheur qui m'a jamais intéressé et qui arrive pas à m'intéresser et qui arrivera, je crois, jamais à m'intéresser. Et en même temps, c'est assez marrant parce qu'à catch-up, c'est un peu un catcheur qui me poursuit un peu quelque part. Parce que quand j'avais fait ma première review à catch-up, c'était avec le bon Ringside et c'était un Raw et la vignette, c'était Baron Corbin. et depuis, ce mec ne m'a jamais lâché. Donc, au final, je vais peut-être finir par avoir de l'affection pour lui. Alors quelque part ils le sortent un peu de nulle part cette affaire de presque de homeless du catch de la WWE en tout cas. Et moi je sais pas quoi. En fait ce qui m'ennuie le plus dans cette affaire c'est pas tant Baron Corbin, c'est Kevin Owens qui est un catcheur que j'aime beaucoup, qui fait partie un peu de mes chouchous. Et moi je suis assez déçu de l'avoir dans ces rivalités là. C'est un peu on donne un os à ronger, quoi, on va dire, avec Kevin Owens pour l'instant, et ça va pas beaucoup plus loin, donc ça me branche pas des masses. Mais après ça passe, le match dure 10 minutes entre les cordes. J'aime bien Kevin Owens. Au final, Baron Corbin, il est ce qu'il est, donc je me suis habitué avec ces années. Et puis c'est plutôt pas mal. Et puis surtout l'affaire, c'est quand même la Chourave. Et donc écoutez, la Chourave de Corbin qui tente le coup. Moi, je vois pas pourquoi juridiquement parlant. Alors là, je vais faire parler mes 5 cadets de droit. Juridiquement parlant, je considère quand même que il y a peut-être même jurisprudence à quelques occasions que le vol de mallette est quelque chose qui s'est déjà proposé à la WWE et que pourquoi pas un espèce de petit coup de théâtre un peu ou un petit, en tout cas quelque chose qui fasse réagir Biggie et qui, je vous rappelle quand même, a gagné à Money in the Bank c'était il y a 2 semaines cette affaire, 3 semaines maintenant, et il a été très très discret notre Biggie, moi je trouve quoi. Donc écoutez, si ça met un peu de sel là-dedans, pourquoi pas. Ouais, bah oui, hein, qu'on donne un petit peu d'exposition à Biggie quand même. Donc c'est bien, si ça peut le mettre un petit peu en valeur. Alors c'est sûr que pour Kevin Owens, c'est un peu tristouné d'arriver à SummerSlam et de se retrouver impliqué dans une rivalité avec le Baron, sachant qu'il y aura peut-être même pas de match prévu pour lui. Ou en kick-off, quoi, peut-être, quoi. Ou en kick-off, à la limite. Et encore, si on suit l'intrigue, là, c'est fini, là. Il va régler son compte, Kevin Owens. Oui, mais même pas en kick-off, pré-show, quoi. Ouais, il y a même pas raison trop d'avoir un match. Maintenant, ça me paraît plus de partir sur un Corbin Biggie. Alors, ce serait quand même, encore une fois, assez triste d'avoir un SummerSlam sans Kevin Owens, hein, ça, c'est sûr. Ouais, et puis comme tu disais, Géliel, un baron sous-coté. Alors, moi, le baron, le problème, c'est qu'à un moment donné, on en a vraiment trop mangé.
notamment sa période King Corbin. Ouais, tout à fait. C'est quand même overdose de overdose. Par contre, là, dans sa dramaturgie là d'homme au bout du rouleau à demi-clochard, moi j'aime beaucoup et j'ai vraiment aimé le match et sa prestation ce soir là. À un moment donné, il fait une roulade arrière, il reprend Kevin Owens en chokeslam. Franchement, pour sa taille, Ouais, c'est ça. il est quand même, il move. Alors moi, je trouve qu'il devrait se muscler un peu plus aussi et prendre un physique un peu plus impressionnant parce que il est grand, mais il a pas un physique très impressionnant. Maintenant, ouais, est-ce qu'il perdrait en souplesse s'il commence à être trop musclé ou des choses comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être aussi le fait d'affronter Kevin Owens, qui est quand même un sacré bon partenaire dans le ring, je pense. Mais Ouais, encore, qui rend bien le match aussi, ouais, c'est ouais, vrai. ouais, il y a peut-être quelque chose à travailler si on veut continuer à mettre Baron Corbin aussi souvent à l'écran. C'est peut-être le foot effectivement avec des adversaires du calibre de Kevin Owens qui peuvent le, parce que des fois il sort vraiment des bons trucs. Baron Corbin, il a souvent fait le job qu'on lui a donné. Il s'est rarement cassé les dents quand c'était le moment de faire des gros matchs. En triple threat par exemple, il est généralement très bon. Maintenant, il a vraiment souffert de la surexposition lui. Hein, donc, ouais, il a battu Kurt Angle et ça n'a pas été très très Ouais. bien ressenti. Ah, Mais C'était mal c'est fait, ça. C'était c'est mal un fait, mec, ça. ouais, ça c'était un truc Ah ouais, il s'est totalement foiré. souvent retrouvé dans des trucs où il pouvait que en sortir moins over que quand il est rentré, quoi. Effectivement, battre Kurt Angle, c'était vraiment pas du tout ça ce qu'on avait envie de voir. Puis le match était pas terrible parce que Kurt Angle, il était aussi au bout du rouleau et c'était forcément pas Corbin qui allait élever le niveau du match, quoi, au final. Hein. Mais on voit que face à certains adversaires, il peut Après, donner le change. un type qui est encore jeune, pareil, 36 ans il a. Et Mm. il est annoncé à 1m98 et 125 kilos. Mm. Ouais, putain de Je bestiau. pense que ouais, c'est quand même bah, on voit qu'il est grand, hein. On a toujours vu Mm. qu'il était grand cet animal quand même. Mais effectivement, s'il travaillait un peu ce physique, parce que ça quand même était toujours un peu son péché mignon, hein, je pense. Quoi. Mm. Et le physique, entre autres, est pas forcément bossé comme il faudrait, quoi. Et bon, Et j'ai du mal à le trouver intéressant. Je suis désolé, quoi. Même NXT m'intéressait pas beaucoup plus. Et moi, tout ce qu'il a fait dans le main roster, par contre, je vais lui reconnaître, c'est un worker finalement solide, qui est là depuis plusieurs années, qui tient dans la mid-card, qui, comme tu l'as bien justement dit, Ringside, quand on a fait appel à lui, etc., sur des trucs un peu avec des équations à plusieurs mecs, etc., il a toujours répondu présent. Au final, il a fait son job, quoi. Et je peux pas lui reprocher ça. C'est juste que c'est pas ma cam, quoi. Mais juste deux choses pour compléter ce que tu dis. Un, par rapport à Kevin Owens. Alors, ok, il a peut-être que ça, mais c'est pas, il perd pas là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, enfin, il perd pas. C'est du comedy wrestling, mais lui, il est pas dans la comédie du truc. Il est pas en mode, je me mets un nez rouge, etc. Il arrive énervé, il joue son personnage du début à la fin. Il n'est pas impacté par le côté un peu comédie wrestling du segment, d'une part, et d'autre part pour Corbin, je me disais, est-ce que il est pas souvent à catcher avec une chemise, un truc comme ça, justement parce que il est pas hyper épais des épaules, il a pas les bras de dingo. Et je trouve que c'est un de ceux qui catch habillé du haut assez régulièrement, non? Il avait toujours des chemises, quand il avait des chemises noires ou des trucs comme ça. Ouais, il est rarement signe. torse nu. Hein. Parce qu'il y a eu la période Baron Corbin Corporate où il était effectivement en chemise. Voilà. Quand il est arrivé dans le main roster, il était encore avec son gilet à l'époque là, son gilet de cuir et tout. Après, il avait l'espèce de débardeur là. Oui, après il a eu le débardeur, le Marcel là pendant un moment aussi. Donc ça c'est quand même un signe, non? Enfin, ce genre de truc, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, bah oui, c'est que voilà, il faut masquer un petit peu le petit bedon, hein, son petit bedon du Corbin. Alors, bon voilà, du coup, on sait pas sur quoi ça va déboucher à SummerSlam, mais en tout cas, on a eu un segment sympatoche. Bon bah c'est l'heure du main event. Ouais. Ça a été rapide aussi, hein. Ouais, une table, deux chaises, Sonya Deville. Sasha Banks qui débarque, la championne Bianca Belair qui débarque, c'est l'heure de la signature de contrat pour le championnat féminin de SmackDown. Bianca Belair, elle explique que Sasha Banks c'est vraiment une connasse. Si elle voulait un rematch, elle avait qu'à le demander, tout simplement.
T'es pas obligé de l'attaquer comme ça, de lui mettre un couteau dans le dos. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ce soir? Qu'elle se tourne pour qu'elle puisse lui planter un couteau dans le dos encore une fois. Bon, Sasha Banks, elle dit oui, bon bah ça va, hein, on va. T'arrêtes de faire ta salope, hein, on va signer tout ça. Hein, il y a des noms d'oiseaux qui volent. Sonia Deville a dit non, calmez-vous, ça va pas encore dégénérer cette signature de contrat, on fait ça sérieux. Voilà, vous prenez le papier, vous signez. Alors Sacha, elle prend le stylo, mais elle fait mine de signer une fois, deux fois. Ah, non, avant que je signe, il me faut 2 témoins. Et donc elle fait venir ces témoins. Une musique retentit, Carmella, puis Zelina Vega. Alors si vous demandez pourquoi Carmella est toujours à la WWE et pourquoi ils ont réembauché Zelina Vega, je vous invite à regarder cette entrée parce que on a quand même 2 bombasses qui débarquent au ring, qui viennent de chaque côté de Sasha Banks qui est magnifique ce soir, très en beauté avec son costume tout en cuir là, un peu Catwoman, un peu SM, Noir un en peu... plus. Oh là 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 là. Avec des petits trucs en or là, des petites chaînettes en or un peu partout, magnifique. Bon ça, Bianca Belair toujours habillée comme un sac, mais ça c'est parce qu'elle fait ses vêtements elle-même. Bref, on se retrouve donc avec Zelina Vega et Carmella qui entourent Sasha Banks. Elles sont là pour être les témoins. On signe le contrat. Belair signe le contrat. Et tout de suite, Carmella, Zelina Vega, elle s'avance pour entourer la championne. Mais la championne, c'est pas une gagate. Elle réagit, elle tabasse à la fois Zelina Vega, à la fois Carmella, elle les défonce. Elle fait un magnifique saut périlleux par-dessus la table pour aller attaquer Sasha Banks. Ça se fout sur la gueule. Mais le nombre fait la différence. Et le trio là de... j'ai pas de mots pour dire prennent le dessus sur la championne, on l'explose sur la table. Sasha Banks va lui mettre un gros coup de genou dans la face. Elle monte sur la table, elle se pavane avec la ceinture et après elle lui assigne le bank statement. Et c'est sur des images d'une violence rare de séance de bondage avec les cheveux là que se termine SmackDown. Sasha Banks qui torture Bianca Belair. Bravo à vous les studios. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette signature de contrat pour les fans, mon bon tonton? Écoute, c'était très rapide. Tout le segment, tout compris, ça a duré 7 minutes. Vraiment, ça a vraiment été envoyé quand même. Hein. Ouais. Et ça continue sur les bases de ce qui s'était passé dans l'opener de la semaine dernière. Et moi, ça continue à m'envoyer. Alors là, on envoie du renfort à Sacha quand même. Hein. On envoie Zelina et Carmella pour mettre la pression à la championne. C'est de bonne loi, ma foi. C'est une heel très très méchante. Sacha. Alors, on sent que le public il est un peu partagé quand même avec Sasha Banks. Hein. Elle est heel, mais quand même, voilà, il y a des passages où c'est quand même un peu compliqué pour le public. Quoi. On le sent. Mais du coup, c'est plutôt sympa. Moi, écoute, je trouve que ça marche. Je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Je vais pas, voilà. Pour moi, ce Bianca versus Sacha 2, c'est parfait pour SummerSlam. C'est le match qu'il faut pour la division féminine du show bleu. Et allons-y, à fond. Allons-y gaiement. Géliel, ça t'a plu? Non. Non. Ah non. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il lui faut à Géliel? C'est pas possible. Je t'ai sorti les plus belles femmes du roster. Alors attention, on va être un peu plus précis. Non, je trouve que le segment de la signature du contrat, il y en avait qui étaient plus sympas. Là, j'ai trouvé que c'était inutile. C'était pas vraiment des grosses punchlines qu'elles se sont envoyées. Enfin, j'aurais préféré un match ou une confrontation autre, même juste une promo en face-off, mais sans forcément le contrat, quoi. Après, elle fait venir effectivement Carmella et puis Zelina Vega. Bon, je suis pas fan du truc. Vraiment, la signature du contrat, c'est rare que ce soit hyper. Je me souviens d'une ou deux où il y avait Ronda Rousey qui avait mis une grosse tarte à Triple H. Ça avait été sympa. Mais non, là, j'ai pas été fan du truc. Ça veut pas dire que la feud en elle-même me plaît pas. Il y a pas de souci. Mais sur ce segment-là, j'ai pas accroché. Et j'ai pas accroché non plus à l'espèce de survêt avec des trous de Bianca. Alors, à mon avis, il y a que elle qui peut le porter, ce truc-là, parce que quand même, parce que ça doit déborder de partout pour n'importe qui d'autre. Mais sinon, ouais, pas emballé par le truc.
Ok, Putain. ouais, je suis moins critique. Moi, je trouvais ça efficace. C'est un peu ce qu'on n'a pas eu à pour la route vers WrestleMania, donc ça me va. Après, ouais, je peux comprendre aussi qu'on soit pas non plus totalement embarqué. Elles ont des personnages qui sont un peu difficiles à adhérer l'une comme l'autre, hein, Sasha Banks et Bianca Belair. Le côté un peu biatch comme ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, des images impressionnantes pour la fin avec Sasha Banks qui torture Bianca. Et qui partait dans son rire un peu maléfique là, effectivement, à Ouais, la fin. ouais. Ouais, Alors, est-ce puis qu'elle en fait pas un peu trop? Je ne sais pas. on parle souvent aussi du côté un peu historique. Souvent, on blague sur un show historique, etc. Et Mm. finalement, c'est quand même ce qui se passe avec ces deux nanas à l'heure actuelle à WWE, c'est quand même véritablement historique. On a deux Afro-américaines qui Ouais. trustent le main event féminin du plus gros show de la WWE parce que SmackDown, hein, ok, est large au-dessus de Monday Night Raw. Ouais. Et du coup, quand même, là, elles sont en train d'écrire l'histoire depuis, allez, on va dire depuis un an. Enfin non, ça Mm. fait moins que ça, parce que Bianca Belair, elle est arrivée en janvier, en fait. Mm. Donc ça fait 8 mois. Et au final, c'est l'une des plus belles rivalités de l'année à mon goût. Hein. Ouais. Et alors que c'est pas forcément les deux, il y a d'autres quatre choses dans le roster que j'aime bien, dans le main roster que j'aime bien, mais moi je reconnais que cette rivalité-là, elle est au top chez les filles et que Mm. vraiment elles ont trusté le truc. Donc bravo à elles quoi. Même si effectivement, t'as raison Gélienne hein, sur le principe que on a déjà assisté à des signatures de contrats quand même vachement plus Mm. excitantes où il Ouais. s'est passé des trucs avec des rebondissements, peut-être des retours des fois, des choses comme ça. Là, on a eu Bah, un segment très très traditionnel et avec où les heels sont full dans le ring et voilà. ne serait-ce que la signature avec Reign et puis Baylor de la semaine d'avant, hein, Mm. sans aller bien beaucoup plus loin. Ouais, mais ils abusent un petit peu des signatures de contrat, moi, je trouve. Ouais, il y Ouais. en a peut-être un peu beaucoup. Il y en a quand même eu où il n'y avait pas de titre en jeu, quoi. Donc... mais bon. Euh, euh, Voilà, bon, hein, c'est la facilité, on va dire. Mais Oui. ça fonctionne quand même un minimum. Sauf pour Géliel. Mais oui, t'as raison de souligner hein, que quand même, à la WWE, on a ces deux filles qui trustent le main event. C'est important de souligner ça parce que c'est pas si simple de faire une émission, surtout de type catch, rester populaire avec deux filles afro-américaines. Faut savoir que les réactions aux États-Unis, elles peuvent être très très dures quand tu mets des blacks en valeur dans un show qui est pas prévu pour ça à la base. Donc on ne le soulignera jamais assez. Parce qu'on dit souvent que la WWE c'est un peu réactionnaire, etc., etc. Euh, Ils l'ont prouvé, je C'est pense, ces dernières années que non. Hein. c'est vraiment si marquant ce truc parce que je j'ai pas du tout cette vision-là, hein, vraiment le côté un peu béotien sur certains sujets. Ah, tu Et peux ouais, te le mettre à fait dos que une grosse partie du public américain, notamment dans le sud, si tu mets des blacks, champions et des choses comme ça. Hein. C'est, d'accord. enfin, dans l'Amérique Disons, profonde, disons, c'est vrai que ça passe pas. Hein. disons que les catcheurs afro-américains ont mis du temps en fait à percer leur trou hein, dans ce business quoi, et que ça a été compliqué, et que les premiers Mm. champions sont arrivés assez tard. Il a fallu attendre les années 90, je crois, pour voir le premier champion vraiment noir américain. Quoi Non, il y avait peut-être eu. Je me demande si le père du Rock, si Rocky Johnson, avait pas été champion, Non. mais peut-être à la NWA ou Mm. peut-être dans une autre fédé quoi. Mais Je sais, il y a Ron Simons, à il y Jack avait Atlas, ouais, bah surtout Ron Simons, il y a le Junkyard Dog qui était oui. très populaire justement dans le sud. Bah c'est déjà, ça prouvait que dans le catch il pouvait se passer des trucs de ce genre. Mais après, la problématique à la WWE, c'est autre chose, c'est que c'est un programme, c'est plutôt le fait que ce soit un programme télé qui pose problème et que t'es de la marchandise à vendre derrière et que tu peux te faire rapidement boycotter si, Un bad buzz ouais. qui plombe quoi. Ouais, je comprends. Enfin, c'est même pas un bad buzz, c'est que t'as des mecs qui vont se braquer et qui vont boycotter le produit simplement parce que c'est des noirs qui sont mis en avant. C'est un risque qui vont arrêter de regarder le programme. C'est un risque qui existe aux États-Unis, quoi. Ça s'est vu dans d'autres produits culturels. Mais, euh, mais bon, bah, en tout cas, pour l'instant, tout ça, c'est derrière nous. Hein. On est dans un monde qui évolue, heureusement, dans le bon sens.
Et puis nous, on voit ça de notre œil, d'amateur de catch européen, français. Oui, nous, ça nous choque pas, mais et nous, les Noirs américains dans le sport américain, on est habitués et ça nous pose aucun problème, tu vois. Et enfin, moi, je vois pas tellement. Je vois pas un produit comme la WWE à l'heure actuelle se passer, tu vois, de la tranche des Noirs américains qui peuvent regarder le catch, qui peuvent être susceptibles de regarder le catch. Et à mon avis, t'inquiète que c'est une des minorités télévisuels d'audimat qui regardent à la loupe malgré tout, et ils ont bien senti l'air du temps, malgré la WWE a senti l'air du temps au fur et à mesure des années. Et depuis, ça fait quand même quelques années maintenant que les Blacks sont vraiment dans le game. Et puis il y a pas photo, j'ai envie de dire, il y a pas photo. Ceux qui sont là, ceux qui sont dans le game, ils sont bons, ils sont forts, ils sont. Oui, c'est ça, ça délivre. Allez, Kisley. Ouais, après il y avait pas vraiment de catcheur black susceptible de prendre la place d'un Hulk Hogan. Quand ils en ont eu un, c'était The Rock et ils ont pas mis le frein ou quoi que ce soit, quoi. C'est devenu une des plus grandes stars de tous les temps. Eh oui. Mais là on est carrément, c'est déjà mettre du catch féminin à l'antenne aussi souvent qu'ils le font maintenant. Le seul truc, c'est qu'ils ils ont vraiment pas grand chose à y gagner en vérité. Ils essayent d'être assez smooth en termes de politique et tu vois, effectivement, tu pourrais plus voir aujourd'hui en 2021 une Nation of Domination. Ça ne peut plus exister, quoi. Ils sont utilisés d'une autre manière et c'est tant mieux de toute façon. Mais le Rock, pour lui, par exemple, ça a été un tremplin énorme dans sa illitude et ce mec après derrière, bon, c'est tout ce qu'il a fait, quoi. Donc non, je pense ils sont à leur place et que ça se passe bien et que c'est tant mieux que ça se passe de cette manière-là. Voilà. Fin de la parenthèse. C'est l'heure du mot de la fin. On est chaud dans cette vidéo. Un top, un flop et une note. On donne une note sur 5 généralement. 1, 2, 3, 4, 5, tout ça avec moi. Allons-y, tonton. Qu'est-ce que... Écoute, je vais donner... mon flop, ça va être compliqué parce que il y a rien qui m'a spécialement. Donne-le à John Cena. Hein. Ah non, pas y passer 3 heures. Ça va pas être possible. Il le mérite dans tous les cas. Ça va vraiment pas être possible. Non, je vais le donner juste pour une piqûre de rappel. Je vais le donner à Dominique Mysterio, au jeune là, hein. Jeune, écoute ce que te dit ton papa. Écoute-le un peu, parce que je pense qu'il a des bons conseils et il va falloir que tu ailles à la salle plus. Il va falloir que tu travailles tes expressions de visage, tout ça. Il va falloir que tu bosses, quoi. T'es green. Et là, c'est le flop que t'étais en train de donner. Et là, c'est le flop que je suis en train de donner. Ah oui, d'accord, pardon. Et je trouve que là, en ce moment, ça se ressent. Ah, j'avais compris le top. Ah ouais, non, c'était le flop, ouais. Et que du coup, ça, en ce moment, il me laisse un petit peu. Comment dire, un petit peu perplexe, on va dire, notre Dominique là. Donc j'espère qu'il va y avoir une reprise en main de cette affaire. Et puis effectivement, on en a parlé en fait pendant la review, mais tout ce que vous avez dit, c'était juste et sur le fait si effectivement ça nous lance sur une rivalité père contre fils, qu'on ait un truc réussi, quoi. Pas quand on ait un truc, tu vois, parce que le fiston justement, il est trop green pour un tel événement et que finalement ça se grille cette affaire et que ça soit pas gêne à suivre. Et puis mon top, écoute, je pourrais le donner quand même aux 25 premières minutes, qui ont quand même été hallucinantes, pas de catch, mais quand même un face-off assez incroyable, assez intense. Mais je vais le donner aux femmes. Voilà. Allez, ça va être un top féminin et je vais le donner. Même si la signature de contrat, je suis en accord avec l'archange Géliel. C'était un peu rien d'extraordinaire. Mais c'est juste que la rivalité pour moi est au top depuis avant WrestleMania, donc ça date déjà de quelques semaines, quelques mois même avant WrestleMania. Ça, à partir de la victoire en fait au Rumble de Bianca Belair, cette affaire ça s'est lancé et je trouve que vraiment, elles envoient du lourd, il y a pas de problème dans le ring. Je suis confiant pour la qualité du match à SummerSlam. Je suis maintenant assez curieux. Pour moi, on parlait de Cena Reigns 50-50, Bianca Sacha, ça reste pour moi un match vachement équilibré. Donc j'aime les matchs équilibrés. Donc allez. Et puis ma note, ça va être une bonne note. Je vais lui mettre un 3,5 à ce SmackDown. Ouais, un bon 3,5. Hollywood Cena. Génial. Je vais commencer par le flop. Moi, je vais le mettre au segment de la signature du contrat. Voilà. Qui m'a. Voilà. Yeah. En rapport rivalité. Yeah. Les feuds à catch-up, il y a que ça de vrai.
Et donc pas fan, enfin vraiment pas utile. J'aurais préféré voir autre chose, quitte à ce qu'elle se foute sur la tronche. C'était pas le problème. Ah, mais la violence, c'est encore de la violence. Mais il y en a Oui, eu de la violence. ah oui, oui. Et donc du coup voilà le flop, le top, les premières les 25 premières minutes quoi. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. J'ai hésité entre ce segment-là. Alors c'est pas un segment catch, c'est pas un moment de un match. Entre celui-ci et le moment avec Seth Rollins, mais je vais me mettre à John Cena et Roman Reigns qui ont fait 25 minutes, je trouve, d'un super niveau, quoi, et qui ont bien introduit le SmackDown, qui ont bien lancé le SmackDown. Donc voilà. Et puis ma note, ben pareil, j'étais parti sur un 3-5 avant que tu l'annonces, donc voilà, parce que j'étais, il s'est regardé tout seul comme du petit lait, tranquillement. Donc j'ai bien aimé. Eh ben, écoute, je te rejoins. Moi, je vais aussi donner mon top à John Cena. Segment d'ouverture magnifique, masterclass. Le flop, euh, le flop, putain, j'ai envie de le donner à Nakamura, euh, qui catch pas bien et qui pique la ceinture à Apollo Crews. Bon, ça a fonctionné, pas un vrai flop, mais pour moi, c'est un flop dans mon cœur. Et, Oula. et je vais aussi donner un bon 3,5. Nakamura, Ouais. il a brisé le petit cœur à ringside quand même, quoi. Ben, Nakamura, je suis désolé, hein, c'est quand même une grosse déception à la WWE. Voilà, je peux pas cautionner jusqu'à ce qu'il me fasse un gros match. Je vais pas commencer maintenant à cautionner ce qu'il fait dans le ring parce que c'est vraiment pas terrible, quoi. Moi, je comprends pas que les gens puissent chanter Nakamura. Il a jamais rien montré à la WWE. Je vois pas comment il peut intéresser les gens, quoi. Et zéro interaction, rien. Enfin, Ouais, c'est ça. Hormis son entrée, voilà, pour moi c'est un échec complet, quoi. Euh, euh, je ne vous félicite pas, Monsieur Nakamura. Euh, et ben voilà, un bon 3,5 donc collectif pour ce SmackDown. Et on va après enchaîner sur la dernière semaine avant SummerSlam. Les Go Home Show. Les Go Home Show. Donc ça, on se retrouve très bientôt. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast. On fait pas un petit bonus pour les auditeurs là? Tu veux le petit bonus pour nos auditeurs que Oh, c'est leur podcast? Allez, bon, on y va vite fait alors, parce que j'ai plus trop de temps en fait. Alors, ouais. on est sur une émission historique, et émission historique dit nouveau show de catch historique de la concurrence, All Elite Wrestling, Rampage, 13 août 2021. Voilà, l'ennemi juré donc désormais de la WWE, la concurrence, la All Elite Wrestling, propose un tout nouveau show hebdomadaire, qu'on vous invite à aller regarder, tout simplement, parce que c'est quand même cool. 1 heure de catch le vendredi, qui est en quasi face-à-face avec SmackDown. 1 heure de catch, c'est super. Moi, je trouve que c'est c'est un format c'est génial. la durée, voilà, c'est le format Ouais. idéal pour le catch. Et si on vous en parle, voilà, bon, on vous en parle parce que c'est historique, c'est le premier de tous les temps. Et puis ça va vous parler puisque l'opener, c'est pour le championnat, alors pas de la All Elite Wrestling, figurez-vous, mais le championnat d'Impact Wrestling, anciennement TNA. Le champion Impact TNA à l'heure actuelle, c'est Kenny Omega, le collecteur de ceintures, qui est aussi champion de la AAA, la fédération mexicaine, et il est aussi champion de la All Elite Wrestling, évidemment. Il va défendre son titre de Impact à Rampage face à nul autre que Christian Cage, on l'appelle à la All Elite Wrestling. Christian, l'ancien champion WWE, donc, souvenez-vous, Edge et Christian. Voilà, il est revenu à la All Elite Wrestling, il a signé chez eux dans le courant de l'année. Il a gagné tous ses matchs, il est invaincu, et ce soir, il va affronter Kenny Omega pour le titre d'Impact. Ça va se foutre sur la gueule joyeusement. C'est quand même Christian Cage qui domine pas mal le match. Il déroule tout son arsenal de coups. Omega, il va même se planter sur son You Can Escape. Je pensais même pas que t'allais faire le play-by-play, t'es lancé, t'es chaud en fait. Ah écoute, moi quand je suis lancé. Et au final, victoire de Christian Cage, puisqu'il y a intervention de ci de là des Young Bucks, mais ça fonctionne pas correctement, puisqu'ils amènent une chaise, mais c'est finalement Christian Cage qui va l'utiliser pour faire son kill switch sur Omega. Omega ne se relèvera pas. 1, 2, 3. Le nouveau champion Impact, Christian Cage.
Ouais, bah on va peut-être pas faire tout le play-by-play. Après, il y a un Non, match de, voilà, oui, après il y a voilà, un match de Rousseff qui est le champion TV chez eux. Voilà, il y a 3 matchs en fait. Et... Voilà, qui affronte un jeune catcheur luchador, Fuego del Sol, qui joue son boulot parce que s'il gagne le match, non seulement il devient champion TV, mais il a un contrat à All Elite Wrestling. Il va faire 2-3 tornados DDT sur Rousseff, mais finalement Rousseff va l'exploser. Ouais. Mais c'est un pas squash. grave. Voilà, Tony Khan va quand même venir. Et par le biais de Sammy Guevara, Fuego del Sol aura quand même droit à un contrat à la All Elite Wrestling. On est content pour lui. Et le main event, c'était le championnat féminin, Dr. Britt Baker face à Red Velvet. Victoire de Britt Baker qui joue à domicile. Et intervention à la fin d'une certaine Jamie Hayter, que tout le monde a oublié, même les commentateurs. Oui, il s'arrivait donc, pas à trouver son nom. ouais, c'est ça. Ça sortait pas, quoi. Ça sortait sortait pas pas. du tout. Les commentateurs, c'était, il y avait Chris Jericho, Excalibur, il y avait Taz et il y avait Mark Henry aussi qui faisait les interviews backstage. Personne aux commentaires, ouais. Ouais. Moi, si je peux donner mon avis rapidement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'opener. Le match de championnat, moi je vous le conseille, c'était une leçon de catch de Christian face à un Kenny Omega qui suivait la cadence. C'est assez étonnant parce qu'on considère Kenny Omega comme le meilleur catcheur de tous les temps, mais là c'est vraiment Christian qui a dérougé. C'était une leçon de storytelling et d'efficacité. Rousseff, super le squash. Après le reste, franchement, la signature de contrat de Fuego del Sol, rien à foutre. Et le match féminin, c'était une horreur. Britt Baker avec le bras cassé là. C'est un main event tout pourri, mais bon, ça reste un show qui à mon avis a de l'avenir parce qu'un format d'1 heure comme ça, c'est sympa. Faut juste éviter de faire des main events qui jouent la facilité avec la championne qui joue à domicile. Voilà, le catch féminin là, au Elite Wrestling, c'est pas ça quoi. Ton avis, tonton? Ouais, enfin dans le catch, jouer à domicile, c'est pas toujours un avantage. Hein, donc moi, je suis moins dur que toi sur le main event. Hein. Surtout, je le dis souvent, mais avec toutes les purges que je me suis tapé au niveau du catch féminin à la IW, voilà, j'avais ces dernières semaines, je considère que je suis un peu plus gâté par la IW. Il y a du mieux. Je dis pas que c'est génial, je dis pas que c'est fantastique. On n'est pas dans le niveau du main roster féminin de la WWE malgré tout. Ça c'est clair. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Ni de NXT, encore moins de NXT même, j'ai envie de dire. Mais au final, c'était assez solide avec voilà un gros public acquis qui a du coup donné une grosse ambiance quand même dans ce main event. Ouais. Britt Baker, écoute. J'ai été très longtemps très critique sur Britt Baker. Elle est en heel, elle m'agaçait, mais elle m'agaçait pas forcément dans le sens positif du terme pour une heel. Et j'étais très inquiet à l'idée qu'elle passe babyface en me demandant vraiment si ça allait marcher. Et à ma grande surprise, en fait, ça marche vachement bien avec le public. Elle, je trouve qu'elle gère très bien. Et elle a arrêté un petit peu les petites tricheries du début. C'est un catch un peu plus propre. Et Red Velvet s'était déjà un peu montré sur le chemin. Elle est assez athlétique, assez rapide cette fille-là. Elle est toute jeune aussi, elle aussi. Hein. Donc du coup, ouais, je suis plus indulgent, mon bon Inside sur le main event féminin. Le squash, rien à en dire de particulier, c'était quasiment attendu. Je voyais pas comment Fuego del Sol allait pouvoir résister 1 minute à Miro là, qui est quoi, totalement ouais, ça catch pas dans la même catégorie tous les deux quoi. Et Fuego del Sol va aller à IW Dark et puis voilà, pour l'instant il va aller se former le jeune homme. On le reverra plus. Ouais, on va mais pas c'est le bien revoir pour pendant... lui qu'il est. Mais voilà, c'est très bien. Tony Khan continue à jouer les bons samaritains. Il apparaît pour les remises de contrats comme ça ou pour certains événements. Il joue bien l'affaire, lui. Il est à la fois là et à la fois discret quoi. C'est assez intéressant comment il est utilisé ou comment il s'utilise peut-être lui-même dans le cadre du booking de ce qui se passe pendant les shows quoi. Et puis écoute, je termine avec ça, ouais, avec Omega Christian. C'était un bon match, 15 minutes 28. Un match dans des gros standards de la IW comme ils aiment faire souvent dans les openers. Souvent les openers sont le théâtre de matchs assez longs. Que ce soit à Dynamite, que ce soit dans les shows spéciaux ou dans les pay-per-view. Donc ils ont pas failli à la tradition.
C'était cool. Moi, j'ai bien aimé Chris Jericho au commentaire, quoi. Ouais, Chris Jericho, il est excellent au commentaire. Chris Marc Henry, Marc Henry, ouais, c'est gros une autre nounours, affaire. là, laisse tomber. Ouais, et puis avec un accent à couper au couteau par moment, là, son accent texan, là, des fois, là, Marc Henry, il est un peu dur à comprendre, tu vois. Il est traînant et c'est un peu. Alors quand tu vois que Chris Jericho, lui, il envoie du pâté, quoi. Et Excalibur est plutôt pas mal dans le play-by-play, donc moi, je suis content en fait quand Jim Ross est pas là, je reconnais. Désolé, mais vraiment. Moi, Jim Ross me muse beaucoup pendant les Dynamite, et donc je suis content quand ça change un peu aux commentaires. Et là, c'était le cas à Rampage et c'est cool. Donc voilà. Donc écoute, victoire, pour le titre d'Impact. Alors, quel est l'impact justement de cette victoire de Christian? Bon, il est pas énorme au final, mais ça veut surtout, ça annonce surtout que voilà, Kenny Omega est un petit peu dans une petite phase descendante là, et qu'il a des grosses échéances. Il a Triple Mania samedi soir et il a All Out le 4 et 5 septembre. Donc là, il est sur des grosses échéances et il y a du lourd qui veut le manger tout cru, notre ami Omega là. Et il y a un certain Andrade qui l'attend ce soir parce qu'on est samedi, on enregistre le soir de Triple Mania. Et rien que ça, ce soir, on va avoir un Kenny Omega versus Andrade. Mamma mia. C'est le main event de Triple Mania, effectivement. C'est le main event de Triple Mania. Alors j'ai pour finir là-dessus, j'ai justement sur le Triple Mania là. Alors, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas de stipulation. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un truc là qui tombe entre les deux au cours du mois de juillet et pas du tout. On est resté dans un truc très classique. Donc le Mega Championship match, voilà, ça va envoyer. Il y a quelques matchs là qui devraient être sympas, quoi. Et on va retrouver des mecs de la Elite Wrestling puisqu'on va y retrouver entre autres les Pentagon et Phoenix, tu vois. Et il y aura des mecs comme ça, quoi. Et je vous encourage à aller regarder ce Triple Mania. Vous en aurez des nouvelles sur Catch Up. Voilà. Voilà, on a fait le point sur la All Elite Wrestling et sur ce qui se passe ce week-end avec Triple Mania. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on parle encore plus souvent de la All Elite Wrestling. En tout cas, on en parle quand même pas mal depuis qu'ils sont arrivés. On en a quand même. On vous inquiétez pas, peuple Catch-Up, on fera une review All Out. Faut que les gens ils foutent des commentaires en dessous sur YouTube. Ah oui, voilà. Ouais. Si tu tues tous mes effets, comment tu veux qu'on fasse? Bon. D'ailleurs, vous pouvez commenter le show dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces, ce serait sympa. Si vous avez écouté le show jusqu'au bout, vous pouvez conclure votre écoute en mettant un petit pouce, où ça nous donne de la visibilité. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi dans les réseaux sociaux, c'est @catchupcdc sur Twitter. On est aussi sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. L'invitation est dans la description. Mon bon tonton, merci beaucoup d'être venu. Eh ben écoute, c'est moi. Merci à toi pour ce hosting de qualité. C'est toujours cool quand on fait une review avec une bonne note à la fin. Donc ça fait plaisir. C'est un bon show. La positive attitude. Donc on est sympa. Parfait, quoi. Géliel, merci beaucoup également d'être venu. Merci Ringside, merci tonton. Alors, un bon moment passé là sur effectivement un super show. Donc ça fait toujours beaucoup plus plaisir à reviewer qu'un vieux truc tout pourri. Donc voilà, c'était bien sympa. Merci à toi Géliel, tu commences à t'installer dans les fauteuils là, j'ai remarqué. Il prend ses aises. Moi je lui ai réservé une place de parking. Ça, quand j'aurai la carte de cantine, c'est que c'est vraiment le bout du bout là. Là, on sera bon, ouais. Oui, c'est un plaisir et on espère te revoir bientôt autour de la table de catch-up. Et puis vous aussi, on espère vous avoir bientôt. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on n'a plus qu'à vous dire à bientôt, bon week-end, des bisous, ciao, bye bye. Salut Ringside, salut Géliel. La prochaine, il y a Edge, obligatoire. Sinon, je viens pas. Salut peuple de catch-up. Fais la outro avant la fin du... La outro. Ouais, c'est énorme. Une première.